Marc-André dédicacera son livre après à la librairie éphémère rue de l'Échiquier qui est derrière vous. J'adore cette idée de nature et préjugés, convier l'humanité dans l'histoire naturelle, et avec, quand on regarde sur le site de l'auteur, l'idée que si on veut bien comprendre quelque chose, il faut peut-être commencer par déstructurer nos schémas de pensée, nos pensées un peu réflexes, ce qu'on a plus ou moins bien ou mal appris, mais pas forcément dans le bon ordre. Et donc, c'est toujours un plaisir de te recevoir en tant qu'enseignant, professeur du Muséum national d'histoire naturelle, mais aussi professeur à l'université de Gdańsk. De Gdańsk, ok. En Pologne. En Pologne. Et auteur d'un certain nombre d'ouvrages, président aussi d'une association qui s'appelle BioG, où tu rassembles un certain nombre d'enseignants, de chercheurs, de scientifiques pour essayer de voir comment, j'ai presque envie de dire, restimuler l'enseignement des sciences à l'école, on va dire d'une manière large, depuis tout petit jusqu'à plus grand, mais aussi auprès de nos dirigeants politiques ou économiques, parce que, pas forcément la culture scientifique, mais en tout cas les bons réflexes sur les bons points de repère scientifiques ne sont pas forcément aussi partagés qu'on voudrait bien le croire ou l'espérer auprès des personnes diverses et variées qui prennent un certain nombre de décisions tous les jours, soit politiques, soit économiques. Donc merci beaucoup de nous dire pourquoi il faut qu'on change nos préjugés sur la nature pour essayer de mieux la comprendre. On est dans une conversation avec Marc-André à laquelle vous allez être évidemment tout simplement invité à participer à un moment donné, ce moment étant quand vous voulez. Il suffira de nous faire un signe. Il y a quelqu'un avec un polo blanc là-bas, ou c'est pas grave, je vous partagerai mon micro. Merci beaucoup Marc-André d'être là et de nous dire un petit peu où tu en es de tes travaux. Et peut-être pour commencer, est-ce qu'on a tant de préjugés que ça? Et est-ce que quand même tu ressens une évolution positive ou pas du tout dans notre capacité à appréhender le vivant qui nous entoure? Alors, ça fait quelques jours que j'ai du mal à parler d'évolution de la société, mais pour ce qui compte aujourd'hui, je pense qu'effectivement, quand on s'avance vers la nature, on s'avance paré de haillons, des petites bribes de l'héritage de la vision de la nature dans la Bible, des petits morceaux de médiévalité, des morceaux aussi bien décriés par Descola de cette conception de l'époque des Lumières, où la nature et la société, c'est des choses très différentes. Des bribes de dessins animés de Walt Disney, des bribes de SVT, parce que là, il y en a 1 heure par semaine, enfin quand il y en a encore, parce que là, en ce moment, c'est en train de disparaître en 5e pour faire de la place au dédoublement de classe en mathématiques. Donc on vit avec des haillons, qui sont des restes, tas de choses qu'on n'a pas vraiment choisies, pas vraiment organisées. Et je ne devrais pas vous dire ça à vous, qui faites l'effort et qui avez déjà cette sensibilité, d'aller avec le biomimétisme, chercher l'inspiration dans la nature. D'ailleurs, on ne peut faire de reproche à personne, si ce n'est que collectivement, nous devrions peut-être mieux penser notre façon de percevoir la nature et une sensibilité qui nous permette de nous tourner vers les gens qui peuvent nous parler de nature au moment où on en a besoin. Parce que, vous savez, j'ai l'impression, moi, tu parlais de préjugés, que l'homme est un peu chiffonné dans un coin. Il est en tas, tout chiffonné dans un coin, et ce que je voudrais, moi, et ce dont je voudrais vous parler, c'est le redéplier. Le redéplier dans l'espace et le redéplier dans le temps pour le convier dans l'histoire naturelle. C'est-à-dire faire de lui non seulement un sujet de cette histoire, mais aussi un acteur. Car pour l'instant, notre lien au monde, il existe. Le fondement biologique de nos âmes, de nos corps et de nos sociétés existe bien, mais comme nous ne le gérons pas, il n'est que le vecteur de mauvaises nouvelles. Allons-y. Déplions d'abord l'homme dans l'espace. Se déplier dans l'espace, c'est ouvrir son frigo et regarder toutes les espèces qui sont dans le frigo et dont on est dépendant. Parce qu'on va les ingérer, n'est-ce pas? Leur calcium va devenir le nôtre, leur azote va devenir le nôtre, leur énergie même fait que je vous parle. Il y a toutes ces espèces dont nous dépendons. Un ami à moi avait passé quelque temps sur Mars et il en a fait un film qu'il a appelé « Seul sur Mars ». Mais non, les pommes de terre. Vous y êtes? Sans ces pommes de terre, il n'y a pas Matt Damon seul sur Mars. L'idée, c'est que nous sommes profondément dépendants du reste du vivant.
y compris d'ailleurs pour la synthèse de certaines de nos molécules, comme ces fameux acides aminés dits essentiels ou ces vitamines que nous ne savons pas synthétiser. En d'autres termes, nous pouvons très bien avoir une dépendance à des écosystèmes externes, et tant qu'on ne la gère pas, eh bien, les cochonneries qu'on fait dans les écosystèmes externes en question, où vivent ces espèces dont nous dépendons, elles nous impactent. C'est ainsi que nous utilisons des phosphates miniers pour fertiliser nos cultures qui contiennent du cadmium. Le bilan, c'est que ça rentre dans les végétaux ou les animaux qui les mangent, et vous et moi, nous mangeons 1,4 fois la dose maximum de cadmium recommandée par l'OMS. Ça veut dire 3% de cancer du pancréas en plus par an. Ça veut dire des problèmes rénaux et hépatiques. Ça veut dire des enfants dont la boîte crânienne n'est pas assez grande, ne grandit pas assez vite pour abriter leur encéphale. C'est ça que ça veut dire. Et puis aussi des résidus de pesticides, on ne va pas rentrer dans ce débat, mais vous y êtes. Donc le lien, il existe, hein, ce n'est pas le problème qu'il n'existe pas, mais comme il est inconscient, on se permet des choses là-bas, ou sur ces espèces, qui nous impactent directement. Redéployer l'homme dans le temps, dans l'espace, pardon, c'est aussi le redéployer vers l'intérieur, avec tous ces microbes dont nous dépendons, notre fameux microbiote qui fait notre santé, et dont nous dépendons pour nos fonctions biologiques. Et quelque part, lui aussi, on ne l'entretient pas, au contraire, on mange des émulsifiants. Je n'ai pas dit qu'un peu d'émulsifiant, c'est pas grave, est-ce que c'est grave, hein, mais on en mange trop. On mange des conservateurs, on mange des édulcorants, qui sont des produits qui sont toxiques pour certains de nos microbes. Le bilan, c'est que notre microbiote, il est 1,5 à 3 fois moins diversifié que ne l'était le microbiote de nos ancêtres, ou que ne l'est ceux d'humains qui vivent avec de façon non occidentalisée, par exemple en Amazonie. Et le bilan, c'est que ça nous prédispose à des maladies comme des maladies du système nerveux, Parkinson, syndrome autistique, des maladies du système immunitaire, notamment les maladies auto-immunes, ou l'asthme, ou l'allergie, qui sont multicausales, hein, entendons-nous, mais dont une des causes, c'est l'effondrement de la diversité de ces microbes, parce qu'ils assistaient le bon fonctionnement de notre système immunitaire ou de notre système nerveux, voire même de notre métabolisme. C'est la prédisposition à des maladies comme comme le diabète ou l'obésité. Ce que tu nous rappelles, là, Marc-André, c'est que d'une certaine manière, nous sommes aussi un écosystème riche de biodiversité qui décline. Ouais. Nous impactons, et ça on en entend parler tous les jours, la biodiversité qui nous entoure, mais en retour, elle nous impacte et nous faisons partie d'une certaine manière de la 6e extinction. En tout cas, notre biodiversité intérieure, c'est ça, est en train de décliner. Plus même que la biodiversité extérieure, parce que je sache, la biodiversité extérieure n'a pas été réduite d'un facteur 1,5 à 3. Or, c'est bien ce qui se passe en nous, et c'est l'endroit où l'extinction de biodiversité, d'ailleurs, nous affecte le plus, car nous sommes dépendants de ces écosystèmes intérieurs. Alors tout ça, c'est les mauvaises nouvelles. On ne gère pas ces liens, et donc, effectivement, quand ces organismes-là s'effacent ou dysfonctionnent, ou n'apportent plus ce qu'ils doivent nous apporter, nous en pâtissons. Nous sommes donc vraiment à l'interface entre des écosystèmes internes, intestins, pour le coup, notamment dans le tube digestif et externe, et on pourrait gérer ça mieux. En particulier, une des façons d'entretenir le microbiote du tube digestif, c'est de manger des fibres. Alors, des fibres de quoi ? Je ne sais pas ce que vous mangez, mais là, il y a déjà pas mal de choses, et ça, c'est intéressant. Vous voyez, il y a de la quinoa, il y a de la carotte, il y a du persil, il y a de la... Ouais, c'est du coriandre. C'est coriandre, voilà, enfin... L'idée, c'est que ces fibres-là, qu'on trouve dans les végétaux, on nous dit 4 ou 5 portions de fruits ou légumes par jour, c'est environ 90 grammes une portion. C'est pourquoi ? C'est pas parce que nous digérons ces fibres, c'est parce qu'au contraire, ça nourrit notre microbiote. Et alors, faut-il préférer la coriandre, la quinoa ou... Non, on recommande 20 à 25 fruits ou légumes différents par semaine, parce que chacune des espèces végétales amène des fibres différentes et nourrit des microbes différents. Vous sentez que finalement, là, par-dessus notre tête, il y a un lien entre les écosystèmes externes et leur diversité et la façon d'entretenir les écosystèmes internes. On ne va pas rentrer dans le détail. Il y a aussi des façons de se doucher mieux pour éviter d'abîmer trop fréquemment et trop puissamment le microbiote de sa peau. Et en plus, ça permet de consommer moins d'eau. Vous savez, alterner une douche avec un frottage de peau aux gants, ça permet d'épargner son microbiote et ça consomme moins d'eau. Bon. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des solutions qui existent. Quand on a compris comment ça marche, on peut prendre les choses en main. Alors, tu vas me dire que là, j'ai parlé du microbiote. Comment gérer mieux nos écosystèmes, notamment ces écosystèmes où on met du phosphate minier avec du cadmium? Comment faire? Mais le lien en question n'est pas un lien centré sur nous, c'est un lien réciproque. Chaque jour, vous faites une erreur tragique qui vous empêche de fertiliser la campagne, en 3 temps. Premier temps, vous vous asseyez sur la cuvette des toilettes et vous mélangez
l'urine et les fesses, c'est-à-dire cette urine qui contient 4 grammes par litre d'azote, 5 grammes de phosphate par litre, enfin de phosphore, 5 grammes de phosphate, en gros 0,5 grammes de phosphore par litre. Vous mélangez ça avec... Alors l'urine c'est propre, hein. Vous mélangez ça avec des fesses, c'est plein de bactéries après, on commence déjà à pouvoir moins le manipuler. Puis, quand ceci est fait, vous tirez la chasse d'eau, donc vous diluez la fertilité. Tout ça se précipite, c'était la deuxième erreur, se précipite dans des tuyaux où ça rencontre des eaux de ruissellement qui ont ruisselé sur des toits ou sur des routes et qui sont donc contaminés par des métaux lourds ou des hydrocarbures, et ça finit dans des stations d'épuration où ça fera des buts de stations d'épuration inutilisables. Et où vos impôts locaux vous servent à payer pour disperser ça tant bien que mal. Mais la vérité, c'est que vous urinez 30% des besoins de l'agriculture en engrais. Et sans cadmium, parce qu'il reste dans votre organisme. Donc l'histoire, c'est que ce lien, on peut le revisiter aussi comme un lien. Et ça, vous trouvez des très belles pages dans Les Misérables de Victor Hugo. L'homme des villes fertilise la campagne, car son fumier est or. Les ressources. Donc vous voyez, on peut retrouver là une façon de gérer les choses différemment, et la récupération de l'urine, ça vous paraît peut-être très théorique, mais il y a des laboratoires de l'école des ponts et chaussées qui travaillent là-dessus, avec des immeubles pilotes qui récoltent l'azote et le phosphate pour le rendre à la campagne. On ne se passera pas forcément d'engrais, mais on peut nous-mêmes être une solution pour ces écosystèmes distaux dont nous ne sommes pas physiquement, mais dont nous sommes comme consommateurs et peut-être demain comme donateur. Voilà, c'est des exemples, il y en aurait d'autres à donner, mais il faut se redéplier dans notre dimension écologique, dans l'espace. Mais ce sont des exemples qui interpellent aussi ou qui invitent à une forme de révolution culturelle, parce que ce que tu décris là, c'est ancré aujourd'hui dans les habitudes. Ces solutions innovantes, elles sont souvent, comme on dit souvent dans les startups, disruptives, et là, elles sont disruptives culturellement. Oui, ça c'est vrai qu'on n'est pas prêt à imaginer effectivement que nos fesses, ce soit quelque chose de positif. Certains l'ont dit déjà. Hein, on a un grand architecte, Hundertwasser, un grand architecte viennois, qui a écrit un manifeste de la merde. Alors, voilà, Scheißkultur, ça s'appelle. Et il dit, l'homme a longtemps cherché l'éternité, sans avoir compris qu'elle était au fond de la cuvette des toilettes. Et oui, au fond de la cuvette des toilettes, vous déposez ce qui permet le regain, ce qui permet la croissance de demain. Vous déposez de la fertilité. Et ça, donc, ça veut dire que c'est peut-être une révolution culturelle maintenant, mais on a des gens comme des architectes Hundertwasser ou des écrivains Victor Hugo qui l'avaient pensé. Donc, quelque part, à un moment, il faut aussi aller bien chercher ses sources d'inspiration, peut-être pas que chez les biologistes, au fait. Et deuxièmement, tu parles de révolution culturelle, mais la révolution culturelle en Chine, il y a un truc qu'elle n'a pas aboli. Ça, je le sais pour être enseignant dans une université chinoise, c'est que là-bas, les excréments humains servent encore à fertiliser la campagne. On n'a pas oublié ça, qui existait au XIXe siècle chez nous et qui a survécu à la révolution culturelle en Chine, mais pas à la révolution industrielle chez nous. On déplie l'homme dans le temps ? Bon, l'autre chose que nous oublions, c'est que nous sommes des fœtus sur le torrent de l'évolution. L'évolution des organismes vivants, elle est incessante. Et nous-mêmes, nous sommes produits d'évolution. C'est-à-dire que l'évolution illustre notre passé. Pourquoi l'humanité est-elle devenue pâle de peau chaque fois qu'elle est montée vers les latitudes élevées ? Alors que sous les tropiques, la peau humaine est souvent de couleur sombre. Eh bien, c'est simple. Sous les tropiques, il faut éviter les coups de soleil et les cancers de la peau. Et la mélanine protège. Quand vous montez dans les latitudes tempérées, il y a beaucoup moins d'UV, parce qu'il y a moins de lumière, donc vous risquez moins de cancer de la peau. Et ce que vous risquez surtout, c'est qu'il n'y ait pas assez d'ultraviolet qui pénètre dans la peau pour vous aider à faire de la vitamine D. Donc ça sélectionne des peaux pâles qui ne risquent pas les cancers, mais où rentre assez d'ultraviolet pour fabriquer de la vitamine D. Bon ben voilà. Et donc ça veut dire que quand vous mettez un Britannique en Australie, il a 3 ou 4 fois plus de cancer de la peau que les aborigènes, et qu'inversement, les Afro-Américains, ils font 2 à 3 fois moins de vitamine D qu'ils devraient en fabriquer. C'est pas mortel tout ça. On peut porter un chapeau en Australie, on peut se complémenter en vitamine D en Amérique du Nord. On peut survivre à ça, c'est pas un problème. Mais historiquement, on ne pouvait pas. Et ça a sélectionné l'espèce que nous sommes. Mais vous savez, en fait, cette sélection continue dans l'indifférence générale, parce qu'on ne réalise pas que l'évolution s'applique à nous et que nous sommes des fétus de paille sur le torrent de l'évolution. L'obésité, c'est quoi ?
Bon, on est d'accord que c'est quelque chose qui est inconfortable dans la vie. Mais c'est avant tout quelque chose qui réduit la fertilité, aussi bien des hommes que des femmes. Et en fait, il y a beaucoup de causes à l'obésité. C'est encore quelque chose de complexe. D'ailleurs, le microbiote peut jouer une bonne ou une mauvaise partition dans le risque d'obésité. Mais surtout, l'obésité, il y a des gènes qui prédestinent. D'ailleurs, de façon amusante, c'est des gènes hérités d'un passé où il n'y avait pas beaucoup à manger et qui permettaient à certains individus de mettre plus en réserve que d'autres avec la même quantité de nourriture. Et dans des périodes où les disettes revenaient tous les 5 à 10 ans, c'est le 19e siècle, hein, il y avait un avantage à ça. Sauf que maintenant, quand il y a beaucoup à manger, eh bien, la mise en réserve continue, et éventuellement, certains d'entre nous ne sont pas adaptés à de très riches alimentations. Et en fait, ils sont en train d'être contre-sélectionnés évolutivement. Alors là, ça donne envie de penser l'alimentation un peu plus en adéquation avec ce qu'est notre microbiote non seulement, mais aussi ce qu'est notre passé évolutif. Et vous voyez que le passé évolutif discute avec le futur, là. Parce que des gènes hérités d'un passé où ils étaient intéressants peuvent brutalement devenir un peu dangereux. Donc c'est important de se penser en évolution comme le produit d'une évolution et le début d'une évolution ou d'une évolution qui va, mais il y a mieux. Cette évolution qui, pour la plupart d'entre nous, est une sorte de toile de fond. Et qui ne croit pas à l'évolution ici ? Bon, on y croit tous à 5 ou 10% près de la population. On y croit. Mais c'est un outil, c'est pas une croyance, c'est un outil. Regardez ces victoires à la Pyrrhus que nous remportons sur des insectes pathogènes des plantes, des mauvaises herbes ou des microbes. Nous avons un outil, un gourdin chimique, pour reprendre la formule de Rachel Carson, paf, on leur tape dessus. Qu'est-ce qui se passe ? Ils deviennent résistants. Le Doryphore, en 50 ans, a accumulé des résistances, est devenu résistant à plus de 50 pesticides. Pourquoi ? Parce que quand vous mettez votre pesticide, ils meurent tous, sauf ceux qui sont résistants, qui ont beaucoup plus d'enfants parce qu'ils ont plus à manger, et à la fin, votre pesticide, il est foutu. C'est ça une victoire à la Pyrrhus. Pyrrhus, grand général romain, qui gagne une bataille en détruisant son armée. Donc il perd la guerre, en gagnant la bataille. C'est ce que nous faisons tous les jours. Et avec les antibiotiques, les résistances aux antibiotiques, c'est quand même 150 000 personnes qui souffrent de problèmes de santé par an en France qui impliquent de ces bactéries-là, donc qui sont très difficiles à soigner, et 25 000 personnes qui meurent par an en Europe. On s'attend, et pour 700 000 à peu près dans le monde, on s'attend à ce qu'en 2050, ce soit 60 millions de morts par an dans le monde à cause des bactéries résistantes aux antibiotiques. Pourquoi ? Vous donnez un antibiotique à tous les malades et finalement, les bactéries finissent par évoluer. Seules celles qui sont résistantes survivent et à la fin, il ne sert à rien l'antibiotique. Alors vous allez me dire, c'est horrible cette histoire. Mais non, parce qu'en creux, ça nous raconte ce qu'on peut faire de bien. 2 exemples. La trithérapie. La trithérapie qui est souvent une tétra ou une pentathérapie. On met plusieurs drogues. Et le virus qui résistera à ça, il doit avoir la mutation qui lui permet de résister à la drogue 1 et, parce que s'il n'a que celle-là, il meurt, la mutation qui lui permet de résister à la drogue 2 et la mutation qui lui permet de résister à la drogue 3. S'il n'a pas les 3, il est foutu. Bilan, la probabilité qu'apparaisse un tel triple mutant étant si ridicule, si petite, il n'y a pas de virus résistant qui apparaît. Et en plus, vous pouvez continuer à donner aux malades des petites doses, puisque les résistances élémentaires ne sont pas sélectionnées, les virus restent très sensibles à chacune des molécules et vos malades vivent très bien. Ça s'appelle un mur évolutif, ça. Heureusement que les virus ne sont pas décathloniens, dis donc. Oui, alors, ils courent vite quand même. Oui. Ils peuvent le devenir. Ils courent vite, parce qu'ils se reproduisent plus vite que nous. Et justement, c'est face à eux qu'il faut vraiment... Les bactéries courent aussi plus vite, mais moins vite que les virus. C'est par rapport à eux qui ont un rythme frénétique de génération et de renouvellement, donc, et de diversification. C'est face à eux qu'il faut vraiment utiliser ces outils-là. Voilà, un mur évolutif, c'est une structuration de la pression de sélection qui fait que l'adversaire ne peut pas contourner. C'est ça qu'on veut. Et souvent, ça nécessite d'utiliser plusieurs stratégies en même temps. Et pas l'une après l'autre, sinon, étape après étape, vos adversaires finissent par contourner l'une, puis la seconde, puis la troisième. Pardon Marc-André, une question probablement naïve ou bête, j'en sais rien, mais en t'écoutant, est-ce qu'un virus s'adapte plus vite qu'un organisme complexe comme nous ? C'est-à-dire que nous, en tant qu'entité, on s'adapte plus difficilement ou moins vite qu'un
que la capacité d'adaptation de petits éléments individuels, si je dis ça comme ça? C'est pas tellement la taille qui compte, mais la vitesse à laquelle les générations se succèdent. À chaque génération, il peut apparaître des mutants. Si vous avez 12 générations par mois, ben vous avez plus de chances qu'un organisme qui a une génération tous les 30 ans. Vous y êtes, ils vont plus vite. Puis en plus, ils sont plus nombreux que nous, puisqu'ils sont plus petits. Alors là, tu as raison, la taille compte. Comme ils sont plus petits, il peut y en avoir plus avec une quantité de ressources données qu'il y aurait d'hommes ou de chênes verts, vous voyez, hein, parce que ça demande vraiment beaucoup de ressources. Donc comme ils sont plus nombreux, la probabilité qu'il y ait des mutants est plus élevée. Donc ils vont plus vite. Mais, ça c'est le oui, ils vont plus vite biologiquement. Mais en fait, non. Parce que nous, on peut aller plus vite culturellement. Les vaccins, les masques. Et ça, c'est notre grande force, c'est que nous, notre évolution biologique est pesante. Mais notre évolution culturelle est frénétique, peut-être même des fois un peu rapide. Rendez-vous après l'AI. Mais ce que je veux dire, c'est que comme on a une évolution culturelle, on peut parer à certaines choses, surtout si on a compris comment marche l'adversaire. Parce que sans biologie, sans compréhension justement de comment parer durablement, comment construire un mur évolutif que ne franchit pas l'adversaire, eh ben, on remporte des victoires à la virus. Notre évolution culturelle, elle nous permet de vaincre l'évolution biologique rapide de nos adversaires uniquement si nous comprenons comment ça fonctionne et comment on peut leur opposer une parade absolue. Mais là où vous ne m'avez peut-être pas vu venir, c'est qu'en fait, ce que je vous décris, ce mur évolutif, ça n'existe pas qu'en santé humaine. C'est la base de l'agriculture de demain. Faire des écosystèmes agricoles où nos pathogènes ont du mal à évoluer. Alors bien sûr, on peut se dire, tiens, au lieu de traiter avec un seul produit à la fois, ce qui est la norme, je vais plutôt traiter avec 2 ou 3 produits à la fois. Bon, mais ça, c'est encore l'application d'un raisonnement évolutif dans une logique chimique. Approchons-nous du vivant, justement. On peut aussi créer une structure de l'espace où les indésirables de nos cultures ne vont pas se propager. Vous me suivez? Les haies. On les a arrachés, d'ailleurs dans ce pays on continue à en arracher 25 000 km par an, alors que nos impôts servent à en replanter 3 000 dans le même temps. On a arraché les haies à un moment où on disposait de pesticides. On ne s'est pas rendu compte que des haies, ça diminue l'arrivée des bioagresseurs de 88%. Ce n'est pas toute la solution. Mais c'est-à-dire que quand il y a une haie, le moment où vous avez sulfaté, il est un peu plus tard que quand vous n'avez pas de haie. Surtout si en plus 2 agriculteurs ne s'organisent pas et peuvent foutre côte à côte 2 champs de blé. Regardez bien, elle est en Beauce, vous verrez, ça arrive quand même. Hein. Donc l'idée, c'est qu'à ce moment-là, en plus, vous créez des continuums tels qu'il n'y a pas d'obstacle physique. Mais l'obstacle physique peut se créer dans la parcelle, en mélangeant par exemple 2 espèces. Quand on mélange des légumineuses et des céréales, alors je sais, tout le monde dit oui, ça va être dur à récolter du blé et de la fève. Bah, c'est une histoire de machinisme agricole. Hein. Là, c'est pas un problème. C'est juste un problème avec les outils de maintenant, ça c'est sûr. Eh bien, vous réduisez de... Expertise INRAE 2022, alors là, vous réduisez de 60% l'impact des bioagresseurs parce qu'ils se propagent moins vite dans ce milieu hétérogène que dans un milieu homogène. Je vais terminer avec le mélange de céréales. Et ça coûte probablement moins cher. Ah ben, ça coûte moins cher en pesticides. Après, il faut s'équiper, donc ça coûte cher en transition, tu vois. On peut mélanger aussi des variétés, on peut faire une seule espèce, mais mélanger des variétés avec des profils de résistance différents. C'est des travaux où la France s'est illustrée dans les années 90, ça. Des mélanges de céréales qui sont mûres en même temps, donc toi tu peux les récolter quand même, qui ont des profils de résistance aux pathogènes différents, et là, les maladies ont du mal à se propager, parce que ce soit l'histoire d'une haie, que ce soit l'histoire d'un mélange de légumineuses et de céréales, donc de 2 espèces, ou que ce soit le mélange de différentes variétés de céréales, celui qui réussit sur un individu et qui arrive à se multiplier, quand il arrive sur un individu voisin, il n'est pas parfaitement adapté parce que c'est pas le même. Alors ça peut être pas la même espèce, ça peut être pas le même génotype, et le bilan c'est qu'il a du mal à s'adapter, mais s'il s'adapte, il va commencer à faire des petits, et quand il arrive sur la plante suivante, rebolote. Ça ne veut pas dire que les maladies ne se propagent pas, ça veut dire qu'elles se propagent plus lentement, et que le moment où vous utilisez pesticides, il est un peu plus tard, et que donc vous décroissez la pression de sélection pour résister aux pesticides.
Vous voyez que là, de nouveau, la biodiversité ou une biodiversité choisie est une façon de résoudre le problème, et que de nouveau, ce qui compte, c'est pas les outils qu'on a, c'est comment on les utilise pour qu'ils soient durables demain, c'est-à-dire avec une logique évolutive qui empêche la sélection de ceux qui marchent. L'évolution, c'est pas pour les cochons, c'est quelque chose qui est un outil. Chez nous, c'est une vague théorie, mais c'est une propriété séminale du vivant. D'ailleurs, je fais même partie, moi, des gens qui pensent qu'est vivant ce qui évolue, que c'est en fait ça la définition du vivant. Bon, alors on pourra s'entretuer sur la définition du vivant si vous voulez, mais voilà. Vous sentez le redéploiement dans l'espace et le redéploiement dans le temps qui passe, c'est-à-dire le temps évolutif. C'est non seulement quelque chose qui explique ce que nous sommes et ce que nous voyons, mais aussi et surtout quelque chose qui est un outil, mais un outil qui dort, une belle au bois dormant. Et c'est là-dessus que je voudrais finir. C'est pourquoi c'est une belle au bois dormant. Pourquoi alors que c'est des solutions? Les travaux de Claude de Valavieille-Pop des années 90 sur le mélange variétaux qui montrent que on peut pratiquement se passer de pesticides quand on a mélangé des céréales, et qui d'ailleurs ne sont pas tombés dans l'oreille de sourds, puisqu'il y a quand même 4% des céréaliculteurs en France qui utilisent ça. Hein. Mais 4%, c'est pas beaucoup. Pourquoi ça dort? Pourquoi ça passe pas plus dans la société? Pourquoi est-ce qu'il faut chausse-pied organiser des expositions sur le biomimétisme pour que les gens se rendent compte qu'il y a 3,8 milliards d'années, tu le dis très bien dans le laïus introductif, de recherche et développement effectués par la nature? Ça, justement, c'est l'évolution à propos d'optimisation. Pourquoi est-ce que les gens doutent tellement de la nature? Moi, je vais vous livrer ma réponse. Ma réponse, c'est mes haillons de tout à l'heure. Nous avançons en loque vers le monde vivant dont nous sommes une partie. Et c'est donc vêtu de loques que nous avançons vers nous-mêmes. Parce que nous n'avons pas conçu la force du vivant. Parce que nous n'avons pas conçu que les mécanismes du vivant comportent des solutions. Je ne suis pas en train de dire que ces solutions doivent remplacer des solutions chimiques ou des solutions mécaniques. Il y aura toujours des interventions de chirurgie et il y aura toujours des contextes dans lesquels il faudra sous-soler ou labourer, mais très ponctuellement. Mon problème à moi, c'est de faire un vrai cocktail. Et ce que je vois, c'est que nous croyons beaucoup aux solutions chimiques et aux solutions mécaniques, et nous avons complètement sous-estimé les solutions biologiques. D'ailleurs, il y a une petite anecdote, avant que je passe à la fin de mon analyse, que j'ai envie de vous livrer. Quand quelque chose tombe par terre, on se demande si on doit le manger. En tout cas, on se le demande assez pour que, tous les 6 mois, j'ai un journaliste qui m'appelle en me demandant, quand quelque chose tombe par terre, alors est-ce qu'on peut le manger ou pas? Et évidemment, ce qu'on a un petit peu dans le crâne, c'est toutes ces horribles bactéries qui sont par terre, et qui sautent sur le petit morceau d'olive, et qui sont prêtes du morceau d'olive à aller détruire... Vous avez beaucoup d'amis qui sont morts d'avoir mangé un truc qui était tombé par terre? Eh bien moi je vais vous dire, si, peut-être plus que vous ne le pensez. Mais pas des bactéries qu'il y a dessus. Des produits d'entretien qu'on utilise, que l'on met par terre, et qui eux, c'est pas qu'ils sautent, ils se solubilisent tout de suite dans le gras de la petite olive qui est tombée par terre. Et d'ailleurs, il y en a qui sentent des produits d'entretien et donc ils rentrent en permanence dans vos poumons puisqu'ils sont volatiles. C'est de ça qu'on meurt éventuellement. C'est de la chimie qu'il y a par terre. Mais, vous voyez, on a peur du vivant, on n'a pas peur de la chimie. J'ai pas dit qu'il faut avoir peur de la chimie. J'ai dit que ni le vivant ni la chimie ne sont différents en ce qui concerne le degré de peur que nous devons avoir vis-à-vis d'eux et le degré de confiance que nous devons accorder à ce que nous pouvons choisir raisonnablement comme outil dans la chimie ou dans le vivant. Alors pourquoi est-ce qu'on est comme ça? Pourquoi est-ce qu'on a peur de manger quelque chose qui est tombé à cause du vivant? C'est parce qu'on ne connaît pas le vivant. Je reviens à mon introduction. Et du coup, je vais pouvoir recommencer le discours, puisque j'ai le temps, là, encore, une deuxième fois, pour être sûr. Préparez quelques questions, s'il vous plaît. Oui, rien au primaire sur le vivant, sauf quelques initiatives de professeurs des écoles, parce qu'ils le sentent, ils le veulent, mais ce n'est pas forcément leur formation. Donc il n'y a pas de programme au primaire. 1 heure de SVT dans le secondaire, par-ci, par-là, mité en ce moment donc par les soutiens de maths. Et puis en première, en terminale, ça devient optionnel. Des facs de médecine osent encore dire aux étudiants, il faut être bon en maths parce que vous serez sélectionnés sur les maths à l'entrée. Bilan, ils sont nuls en psychologie. Ils n'ont pas de cours d'évolution. Et ils pensent, et j'entends moi des profs de médecine me dire, oui, l'évolution c'est important en biologie, mais pas en médecine. Mais putain, vous y êtes? L'éducation. Nous sommes dépossédés, non seulement de notre capacité à utiliser le vivant, mais à nous comprendre nous-mêmes, en plus, puisque nous sommes vivants.
par une éducation qui surreprésente certains savoir-faire et les hiérarchise. C'est grave parce qu'en fait, comme c'est encore le cas, comme on reproduit des générations qui ne sont pas sensibilisées au vivant, nous sommes en train, de nos impôts qui construisent l'éducation nationale, de déposséder davantage encore nos enfants du vivant et donc du bien-être qu'ils pourraient envisager. L'éducation, je ne crois qu'à ça, et après peut-être on pourra croire au vivant. Merci Marc-André Solos. Voilà, on est heureux de se donner autant de mal pour créer cet événement, pour écouter des Marc-André Solos. Merci beaucoup. Oui, merci. Quelques questions, quelques réactions. Profitez. Merci. Merci beaucoup. Ce matin, d'autres intervenants nous ont aussi parlé de l'importance de l'éducation, et à la petite école, mais à la grande aussi. Mais nous ont aussi parlé de l'impact des neurosciences, des biais cognitifs, de ce qui se passe là et de ce qui se passe là. Je le nommerai moins bien qu'eux, donc je préfère pas le faire. Je n'ai pas nommé non plus, mais... Donc, qu'est-ce que vous pensez de ces deux facteurs simultanés ? Moi, je crois... Alors, je suis assez mauvais dans le domaine des neurosciences, parce que j'ai un défaut. Moi, ma biologie, elle est construite autour du non-animal. J'ai essayé vraiment de me projeter dans le végétal, dans le microbien, dans le viral, pour essayer d'aller regarder la tripaille de ce qui est différent. Du coup, je suis assez mauvais sur les fonctions organiques des animaux, mais je suis convaincu que tout ce que l'on sait du fonctionnement de l'esprit humain doit être mis au service de l'éducation et de l'innovation en éducation. Stanislas Dehaene a fait des bouquins remarquables qui sont parfaitement convaincants à ce propos. Et de fait... il y a vraiment besoin aujourd'hui de prendre inspiration là-dedans, ça j'en suis tout à fait d'accord. Mais ça ne nous dit pas encore ce qu'on va enseigner. Mais c'est un des moments où on voit que le vivant est un outil dans plein de disciplines. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que c'est peut-être aussi un outil qui n'appartient pas qu'aux sciences du vivant. Regardez, la sexualité, c'est de la biologie, mais enfin quand même, on ne va pas en prendre ça aux enfants avec juste un cours de SVT. Pourtant, c'est ce qui se passe en ce moment, plus ou moins. Hein. Bon. Il y a aussi des tas de choses qui concernent le domaine de l'économie ou le domaine de l'histoire ou de la géographie, et donc on a vraiment besoin d'une interdisciplinarité, à la fois parce que ces différentes disciplines vont jeter des lueurs sur ce qu'est le vivant, mais aussi parce que le vivant va servir à ces disciplines, inversement. On a une autre question ici. Entre deux, j'en profite. Tu disais, Marc-André, qu'on évoluait très vite culturellement. Est-ce que tu peux juste revenir une seconde là-dessus ? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas aussi un espoir d'une certaine manière ? Alors c'est un espoir, mais on ne le pilote pas du tout. Mais le fait est que l'évolution culturelle, et je ne suis pas le premier à le dire, hein, c'est Cavelier-Sforza qui le premier fait un bouquin là-dessus, puis il y en a eu plein d'autres après, notamment la symphonie inachevée de Darwin, d'un auteur plein de talent, que je vous recommande. L'évolution culturelle, c'est de l'évolution. Hein. Vous avez l'équivalent de la mutation, c'est les nouvelles idées qui apparaissent, ou les trucs qui ne sont pas bien recopiés ou pas bien imités. Après, il y a ce qui marche pas, puis vous arrivez petit à petit à sélectionner ce qui marche, et après, quand les gens refont ça, ils le refont un peu différemment, et vous resélectionnez. Donc la culture évolue aussi, et simplement, on ne pilote pas du tout notre évolution culturelle. Hein. Là encore, c'est comme notre évolution biologique, on est des fœtus transboïté par ça. Et comme elle va en s'accélérant, je vous renvoie à l'œuvre remarquable d'Hartmut Rosa, hein, Accélération, elle est en train un peu de nous broyer, l'évolution culturelle. Madame. Oui, c'est par rapport aux molécules toxiques que nous avons tous. Moi-même, j'ai fait analyser mon urine devant un huissier, pour que ce soit clair, avec l'association Nous voulons des coquelicots. Et moi, qui suis dans l'écologie depuis longtemps, qui mange correctement, j'en ai 110 ou 120. Et la plupart des gens qui sont ici sont probablement à 130, 140. On peut manger, faire attention, évidemment. L'air qu'on respire, on n'y peut pas grand-chose. L'eau qui coule, l'eau qu'on trouve. Et nous, on a fait... je suis en train de travailler avec beaucoup de force pour... que les composts servent à régénérer la terre. Je rentre de Belgique où nous avons fait des expériences
avec nos amis belges, la fondation Métamorphose, et on a fait les expériences, bon, en France on ne peut pas, mais on a fait des expériences avec des cochons qui ont l'ADN peut-être à 10% avec nous. Et ce qui est intéressant, c'est que les molécules toxiques, quand on a utilisé avec un protocole très contrôlé, un protocole très suivi, il y a beaucoup de scientifiques dans notre groupe. On parle du sujet ici Oui, en fin d'après-midi, oui, donc si vous pouvez aller au but. C'est le sol. Je reviens au sol. Est-ce que, vous connaissez l'humusation, j'imagine? Oui. Oui. Est-ce que vous seriez d'accord avec nous pour dire qu'on peut régénérer les sols avec l'humus qu'on pourrait tirer de l'humusation? Alors, l'humusation, donc c'est utiliser son corps comme humus. Alors, vous avez d'abord parlé de ces molécules toxiques qui nous entourent et que nous contenons. Il faut savoir que d'une part, les rémanences de ces molécules sont bien supérieures à ce que l'industrie avait calculé, et bien qu'il ait été interdit en 1998, la moitié d'entre vous sont encore contaminés au lindane. Et d'ailleurs, de façon un peu inquiétante, pas que les plus vieux, parce qu'on pourrait dire, oui, les vieux, ils étaient dedans, donc ils en contiennent encore. Non, c'est plus compliqué. Il y a donc tout un tas de molécules qui sont encore présentes, en fait, aussi présentes dans les écosystèmes. On découvre de plus en plus, il y a eu des travaux, là, tout récemment, la semaine dernière, qui ont été publiés sur l'Occitanie, mais il y en avait eu il y a un mois sur l'air dans la vallée de la Loire. On s'aperçoit qu'en réalité, ces produits sont volatiles. Ça vient de la façon qu'on a de les asperger, n'est-ce pas, pour qu'ils passent bien sur les feuilles ou qu'ils soient bien nettoyés dans l'écosystème. Et donc, il y a aussi une contamination par voie aérienne qu'on a vraiment négligée. Donc ça, c'est un vrai problème, et ça veut dire qu'on veut vraiment avoir des formes d'agriculture. Bon, j'aurais dû prononcer le mot de l'agroécologie, qui est une sorte de biomimétisme en agriculture, quoi. On utilise le vivant pour faire de l'agriculture, les mécanismes vivants pour faire de l'agriculture. On veut maximiser ça avant d'appuyer sur le bouton de la sulfateuse, sachant qu'il y a des années où on ne pourra pas éviter de mettre un produit chimique. Tiens, ce serait bien d'en mettre plusieurs, de façon à ce qu'il n'y ait pas de résistance et qu'on en mette moins de chaque. Mais maintenant, j'en viens à l'humisation. Alors, l'humisation me paraît pas une mauvaise idée, parce qu'après tout, notre corps est de la matière organique. Bon, il est quand même un peu riche en métaux lourds. Hein. On est un peu riche en métaux lourds. Et ça, malheureusement, les métaux lourds, c'est pas comme les molécules de pesticides, qui, elles, peuvent être détruites effectivement par le vivant, surtout si ce vivant, il a en parallèle d'autres ressources comme l'azote de vos protéines. C'est vrai que les molécules toxiques qu'il y a dans votre corps, il y a des tas d'organismes qui vont les attaquer parce qu'il y a aussi des molécules très bonnes à manger qui les aident à se développer, dont acte. Mais, madame, pardonnez-moi, vous allez me détester, mais je vois une sorte de narcissisme à penser à son cadavre, pour deux raisons. La première est humaine. Quand nous sommes morts, notre cadavre, les seuls qui peuvent s'en servir, c'est ceux qui doivent faire l'exercice de mémoire, le deuil. C'est à eux de décider ce qu'ils veulent en faire. S'ils veulent me farcir de paille et me mettre au muséum, j'ai l'habitude du muséum, je n'ai plus peur. En revanche, vous faites chaque année 100 kilos de déchets organiques dans votre cuisine. C'est ça qu'il faut gérer en priorité. Vous faites un cadavre par an, et c'est ce cadavre-là qu'il faut de toute urgence traiter et recycler, à la fois comme source d'azote et de phosphate, bon, mais il n'y en a pas beaucoup, et aussi comme source de matière organique. Nos sols ont soif de matière organique, leur fonctionnement est aujourd'hui altéré par l'absence de matière organique, et donc, voilà, pensons à nos ordures de cuisine avant de penser à notre cadavre, et laissons les malheureux qui vont rester dans cette vallée de larmes gérer leur deuil avec nos lambeaux. Merci Marc-André. On prend encore 2 questions, s'il vous plaît. Merci. Oui, vous pouvez l'applaudir. Mais j'espère que vous n'en voudrez pas, hein. On en parlera après. Oui, Marc-André, encore 1 ou 2 questions. Oui, je voudrais juste avoir votre avis sur un point. De plus en plus, on essaie de me pousser à semer de la jachère fleurie. Moi, dans ma tête, les graines de jachère fleurie standardisées qu'on retrouve partout, je préfère ne pas les mettre dans mon jardin puisque j'ai déjà beaucoup de choses qui poussent et j'ai déjà une biodiversité de malade. Mais j'ai l'impression qu'on a tendance, sous prétexte de vouloir protéger l'environnement, finalement, on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça me fait penser aux coccinelles chinoises, par exemple, qu'on recevait sous enveloppe à une époque pour se débarrasser des pucerons, des trucs comme ça. Non, mais c'est pas sans risque. Effectivement, c'est beaucoup d'espèces introduites. Et même quand c'est des espèces locales, vous avez des génotypes que vous allez surintroduire et qui vont être du coup surcompétitifs par rapport aux formes génétiques sauvages
qui contiennent des adaptations potentiellement intéressantes. C'est ce qu'on appelle la pollution génétique, ça. Quand on introduit beaucoup d'individus d'une espèce qui ont un certain type génétique et qui vont du coup avoir un avantage par rapport aux autres qui seraient éventuellement adaptés qui sont bien adaptés aux conditions locales. Alors ça existe en aménagement et en paysagisme. Hein. Vous regardez les espèces qu'on plante, c'est toujours des espèces ou très souvent des espèces introduites. Donc c'est un problème qui est plus général que les jachères fleuries. C'est un problème d'aménagement. Et c'est vrai qu'à l'œil, éventuellement, ces espèces sont agréables, mais on voudrait de la biodiversité spontanée. C'est peut-être moins excitant que les espèces exotiques, pour une raison toute bête, c'est qu'on aime bien l'orange. Et que si vous y réfléchissez, l'orange et à moindre niveau le rouge, il n'y en a pas dans les fleurs de France. Ah bah les capucines, c'est pas français. Hein. Non, si c'est orange, c'est pas français. C'est pas européen. C'est dans les pays à colibri qu'il y a des fleurs oranges. Et les colibris, dans le vieux monde, il n'y en a point. D'accord ? Donc cherchez pas, il y a juste une espèce, je vous la laisse deviner, de fleurs oranges indigènes en Europe, et c'est tout. Toutes les autres sont introduites. Et il n'y a pas beaucoup de fleurs rouges non plus en Europe, parce qu'en fait, c'est des trucs qui marchent bien avec les colibris, ça. Et comme on n'a pas de colibris, j'ai dit pas beaucoup de rouge. D'accord ? Ne me sortez pas les rouges que vous connaissez, et pas d'orange, ça. Alors là, par contre, je suis inflexible. Et ce que je veux dire par là, c'est que nous, ça nous plaît. Et c'est vrai que par rapport à la biodiversité spontanée, c'est moins chouette. Mais de façon efficace, moi j'aimerais bien qu'il y ait de la biodiversité spontanée. Surtout que sur la jachère, je ne mets pas de pesticides. Donc un certain nombre de plantes sensibles aux pesticides vont arriver à se développer, vont faire des graines qui vont regagner les champs et seront sensibles aux pesticides, ou du pollen qui va aller féconder les plantes dans les champs et leur fera des descendants sensibles aux pesticides. La jachère, c'est la promesse de buter l'évolution de résistance aux herbicides en marche, avec des plantes qui sont dans des espaces où on ne met pas d'herbicides. Alors moi, je ne suis pas pro-herbicide, mais je sais bien que certaines années, il faut en mettre, ou dans certaines conditions, il faut en mettre. Et dans ces cas-là, je voudrais qu'on en mette le minimum. Et avec des espaces de libre évolution de biodiversité spontanée, vous créez une situation où vous polluez génétiquement par des individus non sélectionnés pour résister aux pesticides, ceux qui sont dans les champs. Vous y êtes ? Donc, des jachères, oui, mais locales. Et puis, donc, ça aura plein de vertus, et ça évitera les défauts que vous pointez du doigt. Une dernière question ? Et après, vous suivez Marc-André à la librairie. Oui, merci beaucoup, c'était passionnant. Moi, j'avais deux petites questions. En fait, c'était quand vous parlez en fait du début que l'homme était chiffonné dans un coin. Est-ce que c'est uniquement l'homme occidental ? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez une idée de quand, comment, pourquoi il s'est chiffonné comment ça s'est passé ? Bon, alors, je vous recommande plutôt des gens intéressants comme Descola ou Latour là sur ça. Plutôt que mon opinion, mais je pense qu'il ne faut pas se leurrer. On a tous ces moyens de se chiffonner, mais ils diffèrent d'une culture à l'autre. Il faut bien comprendre que, jusqu'à un certain point, il y a ce mythe, vous savez, du chasseur-cueilleur ou de l'homme sauvage, hein, on l'a eu même à l'époque des Lumières, qui est en équilibre avec son milieu. Mais en réalité, il faut comprendre qu'on a très longtemps eu des démographies tellement chaotiques que même en ayant des attitudes de surexploitation et en cherchant bien, on les trouve dans toutes les populations humaines, qu'elles soient du passé. Je vous engage à chercher ce que c'est que les kites, les cerfs-volants, kites en anglais archéologique. C'était des massacres, des tueries qu'organisaient nos ancêtres, où ils bouffaient même pas tout parce qu'il y avait trop de viande à la fin de ce genre dans ce genre de piège, hein, qu'on peut retrouver donc dans les comportements de population historique ou même dans certains comportements de population actuelle. Simplement, quand votre démographie décolle pas, vous pouvez faire n'importe quelle bêtise dans le milieu. Voilà. Nous, le problème, c'est que notre démographie est décollée, elle nous implique une responsabilité individuelle plus forte dans les effets que chacun d'entre nous a sur leur milieu. Donc moi, je ne suis pas pour revenir à l'âge de pierre, hein, je suis pour qu'on se dirige vers un autre état. Et je ne pointe pas du doigt forcément l'homme occidental comme étant moins bien équipé intellectuellement que les autres. Je dis juste qu'aujourd'hui, il est numériquement devenu... il n'est pas forcément d'ailleurs occidental génétiquement, hein. Il y a des tas de gens qui n'ont pas de gènes occidentaux et qui vivent à l'occidental. J'en connais en Chine, par exemple. Donc le modèle occidental, l'homme occidental au sens culturel et pas génétique, il est tellement nombreux qu'aujourd'hui, c'est ça qui pose problème à l'échelle globale. Mais je pense qu'il faut aller revisiter, aussi bien dans notre passé que dans les autres populations, des éléments d'inspiration pour bâtir une vision qui nous permette d'agir de façon plus durable et de transmettre à nos enfants un monde où ils puissent être aussi heureux que nous avons été.